copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine, on la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus complète possible, soyez prévenus, on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs unis comme les chevaliers de la table ronde. C'est un peu nos Arthur et Lancelot. Hein. Bonjour Julien et bonjour Stéphane. Salut Clémence. Salut Clémence. Il a plus d'un tour dans son sac et 1000 gadgets pour faire tourner la boutique. Comme Merlin, c'est le grand expert technique de Capture Mag. Salut Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux programmes, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis en dehors de nos émissions, on organise aussi des projections de films qu'on aime bien et qu'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Ça s'appelle les séances Capture Mag et ça se passe au Club de l'Étoile. Et la prochaine, c'est le 15 janvier. Qu'est-ce qu'on y verra ? Bad Boys 2 de Michael Bay. C'est un peu un pari. On va voir si les gens nous suivent dans ce délire. Avec un épisode de Stéroïdes réalisé par Julien Dupuis. Julien Dupuis ici présent. Ouais, et Lancelot ou Arthur, je sais pas lequel. Ouais, mais j'en sais rien. En tout cas, il y aura... Est-ce qu'on voit les rats ? Oui, on voit les rats. On voit les rats, évidemment. 3 fois même. Bad Boys 2 au Club de l'Étoile à Paris, ça sera le 15 janvier. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. Cette semaine, est-ce que vous êtes prêts à vous frotter au pire tyran et criminel de l'histoire ? On va parler de The Kingsman Première Mission. On y découvre l'officier Thomas Edward Lawrence face à une belle brochette de méchants, parmi eux le prince russe Félix Yusupov, l'espionne Mata Hari ou encore le mystique Rasputin. Alors que l'Europe est déchirée par la Première Guerre mondiale, Lawrence et ses compagnons vont tout faire pour contrecarrer les plans de ces génies du mal. C'est la naissance des Kingsman. Pour ce nouvel opus, Matthew Vaughn rempile à la réalisation. On lui devait déjà Kingsman Service Secret en 2015 et Kingsman Le Cercle d'Or en 2017, adapté des comics de Mark Millar et Dave Gibbons. The Kingsman Première Mission, c'est une préquelle de ces films et ça s'intéresse aux origines de l'agence d'espionnage britannique. Alors le projet date un peu, il est annoncé en 2018 mais subit plusieurs retards. Prévu initialement pour une sortie en novembre 2019, il est repoussé à février 2020 alors que la Fox se fait racheter par Disney. Le Covid passe ensuite par là et le film est reprogrammé successivement à février, août puis décembre 2021. Il sort finalement juste avant la fin de l'année, ce 29 décembre. Les deux films précédents de la franchise ont connu un joli succès en salle avec 405 et 409 millions de dollars au box-office. Est-ce que ce nouveau volet fera aussi bien ? Puisqu'on est dans Sale Temps, on va le voir. C'est quoi votre météo perso ? Alors moi j'ai un peu de brouillard quand même. Le brouillard des tranchées où tu navigues un peu à vue. Quoi. Julien ? Moi c'est quand même grisonnant. C'est l'anticyclone... d'énergie de Vaughn un peu loin. Bon, il y a quand même quelques éclaircies de temps en temps, malgré tout. Ok, un temps un peu couvert, mais il y a des moments, ça se dégage. Vous allez nous expliquer ça tout de suite. Julien. Alors écoute, je commence. Donc l'idée est sympa, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le premier Kingsman. J'ai beaucoup plus de soucis avec le deuxième qui montrait déjà à mon sens des signes de fatigue sur un concept cool, mais finalement pas si costaud que ça en fait. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y avait une problématique. Enfin, on n'est pas là pour faire la critique du 2, mais même du succès en fait du premier film. Enfin, il y avait beaucoup de... Et sur la façon d'étendre aussi l'univers et l'éventuel intérêt d'étendre l'univers. Et là, moi, cette idée de faire une espèce de préquel de Kingsman Origins au début du XXe siècle, moi, m'intéresse énormément parce que c'est une période que je trouve fascinante. Et c'est aussi la période, disons que d'un point de vue feuilletonesque et au niveau du récit, au niveau des
de l'imagerie populaire, t'as plein de trucs à travailler là-dedans. Et je pense que c'est ce qui a conduit Matthew Vaughn à choisir cette option-là. Après, je pense aussi que du coup, ça a été ce qui a causé un peu sa perte. Kingsman se permet d'avoir ce ton-là et cette irrévérence-là parce qu'il s'inscrit finalement en faux par rapport uniquement à un genre qui était en l'occurrence le traitement des James Bond, des Jason Bourne, en gros du film d'espionnage de ces 20 dernières années. Moi, quand je l'avais interviewé, il m'a dit j'en ai ras-le-bol. Il dit c'est pas forcément des mauvais films, ils sont tellement sérieux. Il dit moi ils se prennent au sérieux. Voilà, exactement. Il dit je voulais casser ça parce que et en fait il est ramené quelque chose de fondamental finalement dans cette démarche un petit peu de sale gosse qu'il a toujours Matthew Vaughn, mais moi que j'adore. Et qui était de voilà pourquoi on aime ces films et quelque part il ramenait presque du sens, j'ai envie de dire, là-dedans. Là, la problématique, c'est que je pense qu'il a trouvé d'une part effectivement un nouveau terrain de jeu qui avait la possibilité de totalement revigorer une franchise qui avait donc marqué, dont on pouvait percevoir des signes de faiblesse sur le deuxième opus, mais il est confronté du coup par là même à des contextes réels et historiques dont il ne sait pas quoi faire en fait. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là. C'est-à-dire que Rasputin, c'est facile de le ramener à l'essence même de ce qu'est Kingsman. Et la scène de combat avec Rasputin est super. Elle est vraiment rigolote. C'est fun. C'est fun, c'est drôle. Il y a les combats. En plus, c'est le dernier film de Brad Allan. C'est sale. C'est sale, ouais. Et il y a ce dernier film de Bradley James Allan, qui était le chorégraphe de combat de Jackie Chan, qui nous a quittés prématurément l'été dernier, qui avait signé une des belles scènes de combat. Moi, je suis dans Shang-Chi, là, le Marvel, qui était un film vraiment pas terrible. Mais par contre, il y avait une scène de combat, notamment dans un bus. Vous aimez Bradley James Allan, il faut la voir, c'est vraiment cool, quoi. Et le mec, là encore, il montre à quel point il était fort, quoi. Il était super parce qu'il reprend les tropes visuelles, graphiques des danses russes, en l'occurrence, dans les combats de Rasputin, et c'est super drôle, quoi. Et en plus, le personnage de Rasputin, il est vraiment marrant, quoi. Mais alors, à côté de ça, il y a tout le reste, quoi. Et ça, et tout le reste, c'est lourd à trimballer. Et tout le reste, quand tu poses pas clairement ton intention, notamment sur la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que tu fais de ça ? C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, c'est peut-être un des plus grands, avec l'Holocauste, c'est peut-être le plus grand drame qu'ait vécu l'humanité moderne de ces 2-3 derniers siècles. C'est monumental, c'est un drame, c'est une tragédie. C'est dur de rigoler avec ça. C'est dur d'être fun, c'est dur d'être dans le feuilleton. Il faut poser le truc dès le début. Or, il le fait pas. Et du coup, tout le film est dans une espèce d'entre-deux qui est pas très plaisant, qui est pas très logique et qui surtout joue en défaveur du film. C'est-à-dire que tu te retrouves du coup avec des tunnels d'exposition, de dialogue ou où moi je trouve que le récit a du mal à avancer, où tu te dis mais qu'est-ce qu'on me raconte en fait là ? Pourquoi je suis là ? Et moi j'étais pas là pour ça, hein. Moi, je suis là pour faire des blagues avec du caca quand je vais voir Kingsman et pour faire des blagues avec des princesses qu'on a envie de, pardonnez-moi, mais de sodomiser ou des présidents dont on fait exploser la tête. C'est ça le premier Kingsman. Je sais que je te vois froncer les sourcils, Clémence. C'est à la fin du premier, mais en c'est fait. le premier, en fait. Oui. C'est les blagues du premier. C'est comme ça. Et c'est Matthew Vaughn. Et ça fait partie du truc. Ça fait partie de... C'est Kika. Ça fait partie de tous ces trucs-là, quoi. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu le fil conducteur, en fait, de sa franchise. Voilà. C'est vrai que là, le fait qu'on s'appuie sur des événements géopolitiques réels fait qu'on a besoin de recontextualiser et c'est une partie qui est un petit peu lourde. Et en plus... Surtout d'ajouter de la gravitas. C'est-à-dire que sur la Première Guerre mondiale, moi, je pense qu'on peut se permettre quand même, et je pense même que c'est salutaire et que c'est important d'avoir la distance de la fiction dans ces récits-là. Et moi, là... j'aurais pu avoir, un super guerrier allemand, Matthew Vaughn, si tu nous entends, un super guerrier allemand, tu vois, bardé d'armes jusqu'aux dents, avec des miniguns partout, le visage recouvert par une espèce de masque à gaz. La sentinelle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, un truc rigolo, quoi. Alors là, c'est pas rigolo du tout, en fait. Mais en même temps, les tranchées. c'est pas les sentiers de la gloire non plus, évidemment. Ah ouais. Donc, si tu veux, t'as un truc où t'as ni le beurre ni l'argent du beurre. C'est très désagréable. C'est pas bien, en fait, je pense, de faire ça. Et je pense qu'il s'est un peu... Et le problème, c'est que je cite la Première Guerre mondiale parce que c'est le plus évident, mais il y a plein d'autres trucs, en fait, qui sont comme ça dans le film. Et c'est dommage parce que je trouve que parallèlement,
le film est un peu plus propre. Matthew Vaughn, c'est quelqu'un qui est pas toujours super nickel dans la finition de ses films. Je pense que ça va avec le perso, en fait. Et il est pas toujours super propre dans le découpage non plus et tout. Et je trouve que là, il y a quand même un petit effort sur certains trucs là-dessus. Je trouve que techniquement, c'est un peu mieux, c'est un peu plus propre, les incrustes sont un peu plus belles. Il y a une scène, par exemple, d'avion avec Ralph Fiennes que je trouve assez belle, en fait. Enfin, elle est assez efficace, elle marche bien. Et puis, encore une fois, le boulot de Brad Lalanne, il y a une scène de combat à l'épée aussi qui est sympa et tout. Enfin, il y a plein de trucs cool dans le film, vraiment sympa et tout. Ralph Fiennes, fonctionne bien, je trouve, et tout. Mais voilà, il décroche, il te lâche en fait. T'es pas toujours dans le même film et c'est pas bien de pas toujours être dans le même film. Moi, j'aime pas zapper au cinéma. Ouais, et c'est vrai que tu parles de la Première Guerre mondiale, mais il y a toute l'exposition qui concerne ce qui se passe avant le début de la guerre même, et où il y a cette tentative d'explication des enjeux géopolitiques entre la Russie, l'Angleterre et l'Allemagne. Ouais. Et ça, pour le coup... Ça te replonge dans tes cours d'histoire, mais sans... Mais pourquoi faire, en fait ? C'est ça la question. Mais d'ailleurs, alors, oui, juste un truc, tu te fais bien de m'en reparler. Après, je vais quand même laisser la parole à Stéphane, parce que j'ai parlé encore pendant des heures. Mais il y a un truc aussi, un autre truc. Attention, je vous lâche un gros spoil sur la révélation aussi du méchant. Alors moi, je suis pas anglais. Je suis encore moins écossais. J'ai des origines anglaises et machin, mais je suis pas anglais, je suis pas écossais. Mais malgré tout, moi, ça coince un peu, quoi. C'est-à-dire que le grand méchant, ce soit... Déjà, tu te dis, mais c'est un peu con, quoi. En fait, le master plan, le mec, il déclenche une guerre mondiale. Parce qu'en fait, c'est un Écossais qui déclenche une guerre mondiale contre l'Angleterre. C'est ça, le big reveal, en fait. Il manigance pour que la Russie et les... Voilà, c'est ça. Et alors, je veux dire, Londres a beaucoup souffert sur les deux... Enfin, l'Angleterre a énormément souffert sur les deux guerres mondiales. Je vais pas mettre ça à l'écart. Mais est-ce que c'est le pays d'Europe qui a le plus souffert là-dessus ? Je sais pas, c'est discutable, vraiment. Et puis, donc, tu te dis, l'efficacité là, du master plan du grand méchant, il est bizarre. Mais c'est surtout, je sais pas, moi, les Royaumes-Unis, c'est compliqué quand même, quoi. Alors, c'est pas un Irlandais, quand même, le mec, c'est un Écossais, mais n'empêche, quoi. Je veux dire, l'Écosse, comment ils ont été traités par les Anglais et tout. Je sais pas, il y a un truc aussi là-dedans où d'un seul coup, il m'a ramené du sens, et en plus, un sens qui est pas forcément, je trouve, le plus pertinent. Je suis pas un spécialiste du truc, mais il y a un fond aussi pareil là que j'ai trouvé un peu... Je préfère pas creuser, quoi. Et j'aurais préféré qu'il soit pas là. En fait, j'aurais préféré que ce soit un démon venu de l'enfer qui manigance pour faire exploser la guerre mondiale, moi, un truc comme ça. Tu vois, j'ai pas envie, en fait, que ce soit un Écossais. Il laisse ça en dehors, Matthew Vaughn. Ouais, après, c'est l'excuse. Il sodomise les princesses, c'est très bien. Et il laisse les trucs géopolitiques comme ça. Après, c'est l'excuse, du coup, pour ramener toute cette brochette de méchants qui ont réellement existé, que ça soit Rasputin, Mata Hari... Oui, mais il pouvait. Tu vois, par exemple, Mata Hari. C'est intéressant, ça. Mata Hari, putain. Mata Hari, les mecs, quoi. C'est trop cool, Mata Hari, quoi. Il en fait rien. Elle est complètement... Il est absent, le personnage. Il te le cite juste comme ça, quoi. Relisez La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, je vous parle pas du film, mais relisez-le pour voir comment tu peux utiliser l'histoire mondiale d'un pays, l'adapter, l'acclimater aux personnages de fiction les plus emblématiques pour donner quelque chose de satisfaisant au final et qui a du sens en plus. Là, moi, je trouve qu'il s'est un peu planté quand même. Bon. Stéphane, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Ouais, moi j'ai peut-être un peu préféré le film quand même à Julien. Je trouve ça plutôt sympathique, mais quand je disais brouillard où tu navigues à vue, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a une vraie problématique de ton qui pour moi n'était pas du tout problématique dans le premier Kingsman, un peu plus dans le second, mais là on est carrément, enfin ça explose dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire que si tu regardes le film, alors déjà effectivement il y a cette mise en place qui est extrêmement laborieuse, pour des raisons... Effectivement, Julien a spoilé le plot du méchant, quoi, pour des raisons qui en valent pas la chandelle en fait au final, parce que c'est effectivement une vision géopolitique un peu bas du front, quoi. C'est-à-dire que en gros, mis à part en fait l'apparition de tous ces personnages iconiques qui sont, soyons honnêtes, maintenant devenus des personnages de fiction. C'est-à-dire que vraiment Rasputin, Mata Hari, c'est des personnages de fiction dans l'esprit des gens. En tout cas, c'est des personnages qui sont restés. Si tu suis, moi Mata Hari, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné et que j'avais beaucoup en fait étudié, façon de parler, que je m'étais vraiment intéressé à son histoire quand j'étais plus jeune, quoi. Et je suis d'accord, il y a un film à faire en fait sur ce personnage-là, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc à faire avec ce personnage-là. Mais par contre, c'est un personnage extrêmement ambigu.
extrêmement douteux par plein d'aspects, et puis il y a plein de choses qu'on sait pas exactement, en fait, voilà. Par contre, dans la fiction, elle est clairement définie. C'est-à-dire Ouais. que tu sais à peu près d'où tu vas. Quand Voilà, tu- c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que bon, là, évidemment, il n'utilise pas ça. Et du coup, tu te demandes pourquoi. Et tu te demandes pourquoi, d'un seul coup, il n'utilise pas les aspects, on va dire, les plus ambigus, les plus machins de Matahari, mais que par contre, Rasputin, il lui fait lécher la plaie de Ralph Fiennes, tu vois. ouf, cette Bah, scène. t'es en train de Mais ça, regarder. c'est cool. Ouais, mais c'est Là, rigolo. je me suis c'est dit, rigolo, ah mais tu putain, te ça dis, y est, mais- je suis avec Kingsman. Ouais, quoi, ouais, tu c'est vois. ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Alors, c'est vrai que, voilà, il faut clairement dire un truc. La subversion du premier Kingsman, qui en prenait un coup, moi, je trouve, dans le deuxième, Mm. là, elle n'existe plus. C'est-à-dire que tu as l'impression, effectivement, que le grand sujet du film, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, écrase ça et qui s'est dit, bon, je vais pas aller aussi loin, ça sert à rien, voilà, où ça a déjà été fait chez moi, donc je vais pas le faire, forcément, voilà. Mais c'est vrai que du coup, tu te retrouves avec cette scène où donc qui est plutôt sympa, qui est plutôt bizarre, tu vois, et en fait, au moins différente. Avec Rasputin qui se met à lécher la plaie de Ralph Fiennes, tu vois, genre, Oui, alors, je pour le replacer répète dans parce le que je m'en concept, remets pas, tu vois. Ralph Fiennes donc a été blessé à la jambe. Voilà. Et depuis boite et a du mal à se déplacer, et il rencontre Rasputin Qui en tant que grand guérisseur, tu vois, voilà, qui lui propose de un guérisseur mystique. régler de régler Les son- chants, c'est tout à fait équivoque. Voilà, c'est ça. Voilà. Et parce que bon, il est pointu du doigt qu'il aime les garçons aussi, enfin ce genre de choses quoi. Et donc du coup, il y a tout un jeu autour de ça Mm. qui effectivement est un peu étrange, un peu bizarre, et tu te dis oui, c'est effectivement comme le dit Julien, c'est Kingsman. À côté de ça, t'as une scène de tranchée qui moi je trouve plutôt réussie vraiment pour le coup, c'est-à-dire que vraiment il y a un quart d'heure, 20 minutes dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, hyper tendu. Enfin, moi j'ai trouvé ça hyper tendu, assez bien chorégraphié, assez bien filmé et tout, vraiment en fait un peu anxiogène et tout, qui se termine sur une note très dramatique, hein. Je vous laisse, je vais essayer de pas spoiler, mais ça se termine sur une note très dramatique, qui est dans la lignée des Kingsman, hein. C'est un truc qu'on a déjà vu dans Kingsman. Oui, mais en décalé. Ah, vas-y, finis, mais Et il y avait qui- un décalage. Voilà, Tu penses à Mark Strong, par exemple. Mark Strong, Dans le mais je deux. pensais plutôt à comment il s'appelle, Colin Firth dans le premier aussi, Kingsman. Bon, mais alors c'était pour un le peu dire, c'est décalé. la mort d'un personnage principal, voilà. Voilà. Mais le truc, je vous laisse regarder, quoi. Mais bon, on a déjà spoilé à moitié, là. Mais le truc, c'est que surtout ce ton, en fait, d'un seul coup, est hyper solennel, hyper sérieux, Et ça tranche. et Par ça rapport au tranche avec reste. ce que t'as vu avant, et ça tranche avec ce que tu vas voir après, c'est-à-dire Est-ce que c'est fait l'attaque. exprès tranché Voilà, peut-être attends, voilà. Et l'attaque du camp, en fait, plus tard, où tu te retrouves avec, Ralph Fiennes qui se fait prendre des coups de boule par des boucs, quoi, tu vois, ou je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça, quoi. J'ai dit le Ralph Fiennes parce que je dis n'importe quoi, Ralph Fiennes, tu vois. Donc voilà, c'est super, enfin, c'est effectivement, tu navigues un peu à vue dans le, dans le ton, et c'est un des problèmes pour moi du film. T'aurais aimé que ça soit plus homogène? Bah, en tout cas, effectivement, moi je pense que j'aurais préféré qu'ils choisissent, parce que c'est ce que j'attends de Kingsman, hein, la voie de la déconne, entre guillemets. Le fait d'être un peu, de pas forcément s'attaquer, comme dit Julien, en fait, alors je dirais pas jusqu'à un démon forcément ou un truc comme ça, mais en fait, ce qui est jouissif dans le premier Kingsman, à défaut de considérer que c'est de la grande satire politique, hein, c'est que t'as tous les 1% qui se font péter le crâne en fait à la fin, et ça c'est rigolo parce que tu le voyais pas dans un film à 100 patates, tu vois, d'un moment donné, quelqu'un qui ramène un peu les choses à l'essentiel en fait. Bah, les gens qui nous enculent, c'est eux, donc hop, tu vois, on les fait tous péter, quoi. Tu vois, et ça c'est plutôt sympa. Alors que justement, il aurait fallu avoir un truc comme ça, en fait, un truc qui te décrasse un peu à la fin de ce film-là. Et non, effectivement, il y a un espèce de questionnement géopolitique sur l'importance de l'arrivée des États-Unis dans. Et c'est hyper bas du front. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est que si. Enfin, c'est même pas que ce soit fondamentalement vrai ou pas, c'est pas la question. La question, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu racontes ça 100 ans après, et tu t'es fait chier à mettre en place en fait tout un truc historique parce que tu penses. J'ai l'impression que c'est ça le problème, c'est qu'ils s'imaginent que ces spectateurs qui sont potentiellement des gosses de 20 ans ne savent pas ce que c'est la Première Guerre mondiale. Et d'un seul coup, en fait, ça voulait pas le jeu en valait pas la chandelle pour expliquer ça de manière aussi abrupte à la fin, quoi, et aussi c'est basique, clair, quoi. mais tu c'est vois. surtout que l'enjeu, c'est de. À partir du moment où les Américains rentrent dans la guerre, ça y est, c'est bon. Ça y est, quoi. c'est bon, on a réglé le truc. Et là, Et t'as t'as envie de dire, mais... c'est un peu injurieux pour tous ceux qui sont battus avant déjà. Non, mais c'est surtout que tu te dis, mais non, Ouais. la guerre elle continue, c'est juste que vous avez plus de chances de. Enfin, c'est ça le Et hop, problème. je te boucle mon film, quoi. Mais tu c'est vois. ça, c'est que tu peux pas commencer à raconter une blague
et passer à un autre registre en fait. Ça marche pas comme ça. Mais Ou dans alors il tout, faut en vraiment fait. être un maître. Hein. Faut vraiment y arriver. Et le truc, c'est que Oui, mais t'es consistant dans les deux. le vrai concept en fait du film, en tout cas, c'est que, ce que le film raconte, c'est comment est-ce que les Kingsman ont influé sur, l'issue de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il y a un espèce d'easter egg à la fin, de scènes coupées, de scènes dans le générique, je veux dire, où les mecs ont l'air de partir sur l'idée qu'ils vont faire la même chose avec une suite éventuelle, une autre préquelle qui serait sur la Seconde Guerre mondiale, quoi. Honnêtement, j'espère que non. J'espère sincèrement qu'en fait, s'ils doivent refaire un Kingsman, il faut qu'ils fassent revenir Eggsy, il faut qu'ils fassent et surtout en fait qu'à un moment donné, ils se posent vraiment les questions de est-ce que ça a une raison d'être. Parce que c'est vrai que là, le souci moi, ce que j'aime chez Matthew Vaughn à la base, c'est que c'était quelqu'un qui essayait de pas faire 2 fois le même film. Alors, il se trouve que quand tu regardes le premier Kingsman, il y a quand même des rapports avec Kick-Ass, mais au moins, c'était dans 2 genres différents. Il y en a un, c'était un film de super-héros, l'autre, c'est un film d'espionnage. Et là, en fait, c'est vrai que c'est fait 3 fois le même film. C'est un peu différent des 2 autres. C'est un peu différent des 2 autres, mais surtout, moi, je trouve en termes de tonalité. Et à la fin, en fait, si je dois faire un rapprochement avec quelque chose qui existe déjà, sur cette façon d'aborder l'histoire sous cet angle-là, et de manière pas très réussie, je suis pas sûr que ça soit sa référence forcément à Matthew Vaughn, c'est que ça ressemble à un épisode de Call of Duty qui se passe en fait comment t'appelles ça, pendant les grandes guerres, quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'as vraiment un truc où tu te dis mais c'est votre vision de l'histoire, c'est ça. C'est un peu bizarre quand même, tu vois. Alors c'est pas aussi rigolo hein, en général, sur certains aspects, on va dire, dans Call of Duty, mais il y a vraiment en fait une façon d'aborder le truc de manière hyper basique, Un manque de subtilité. Un manque de subtilité, puis surtout, en fait, encore une fois, ces espèces d'impressions de... parce que moi, je les fais chaque année, c'est un peu mon péché mignon, les Call of Duty, j'avoue. C'est mon petit plaisir coupable, en fait. C'est chaque fois qu'il en sort un, je le fais, quoi. Je fais la campagne solo. Donc je connais assez bien, et c'est vrai qu'à chaque fois je me dis putain mais pourquoi tu fais ça chaque année, quoi. Et parce qu'en fait il y a une façon d'aborder l'histoire, une façon de faire le truc où tu te dis mais c'est pas très bien vu, ça c'est pas très original, par le biais du blockbuster machin. Alors maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, ça reste, je trouve, un blockbuster un peu supérieur à la moyenne quand même de ce qui se fait aujourd'hui. Ouais. Mais tu vois, je pense que en dehors, en plus de tous ces rendez-vous manqués, de ces problématiques de propos et tout, ces problématiques de ton, je veux dire, c'est les rendez-vous manqués qui font suer aussi. C'est-à-dire qu'il y a alors puisqu'on a spoilé et puis qu'on est dans ça le temps pour un film et qu'on spoil, c'est une tradition ici, il y a Lénine donc dans le film. Moi, si tu fais venir Lénine dans un film comme ça, mais rigole avec Lénine. Tu peux te marrer avec Lénine, c'est rigolo, quoi. Oui, là, il est balancé de manière... Et là, tu sais pas, en fait. C'est entre deux. C'est-à-dire qu'il y a un côté où tu as l'impression qu'il est content de le tancher, et puis un autre côté où c'est pas vraiment Lénine non plus, et un autre côté... Mais j'ai l'impression vraiment qu'il sait pas ce qu'il veut faire, en fait. Et la séquence post-générique dont parlait Stéphane, du coup, elle est hyper... Enfin, moi, j'ai trouvé pareil. Alors, tu la vois venir gros comme une maison. L'opposé de Lénine, c'est qui ? Et hop, tu vois, historiquement, ils vont chercher... Non, mais tu vas venir gros comme une maison, effectivement. Mais c'est pareil. Putain, c'est des personnages rigolos, ça peut être rigolo. Sur le plan de l'analyse, ça fait du bien, c'est cathartique, quoi. C'est paradoxalement, Lénine, il arrive avec la fonction de pouvoir soulever les révolutionnaires russes et donc de faire tomber le pouvoir. Enfin, c'est un instrument des grands méchants. Voilà, et en fait, il n'a que ce rôle d'instrument, mais même ça, c'est pas vraiment traité, en fait. Non, mais du coup, tant qu'à faire... Il claque des doigts, c'est la révolution. Tant qu'à faire, tu fais venir Lénine, bah tu rigoles avec Lénine. Ouais. Tu peux te marrer avec Lénine, quoi. Et tu te marres avec Matari, et tu te marres avec machin, et du coup, tu te marres aussi avec la Première Guerre mondiale. En fait, là, moi, je me suis vraiment marré avec Rasputin. Je me suis quand même bien... C'était bien sympa sur le final et tout. C'est joli et tout. Il y a 2-3 trucs, effectivement, qui sont cool. Mais le reste, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on me raconte, quoi ? Qu'est-ce qu'il veut faire, en fait ? Ouais. C'est incohérent. C'est pire, hein. Et puis il n'y a pas de point de vue tranché là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait quand tu regardes, alors évidemment voilà, je vais prendre un exemple extrême, hein, mais quand tu regardes la fin d'Inglourious Basterds, avec Tarantino qui dit ouvertement en fait que en gros il est le narrateur du film et que lui il a décidé que dans son histoire avec ses personnages de fiction, s'ils investissent en fait un fait historique, ils vont dans son récit à lui le modifier, c'est-à-dire que l'histoire va changer grâce à leur intervention. Et donc, en l'occurrence, là, je spoil Inglourious Basterds, c'est les Bastards qui butent Hitler, quoi, et qui mettent donc fin à la Seconde Guerre mondiale. Bon, bah, cette logique-là,
si tu veux, elle est pas là en fait du tout dans Kingsman. Alors je pense que il y a forcément pensé, Matthew Vaughn, il s'est forcément posé ces questions-là et il s'est forcément dit si je vais faire quelque chose qu'un autre réalisateur a fait. Et c'est assez connu, et c'est assez, voilà, ça a été même décrié quand c'est sorti, Inglourious Basterds à l'époque, parce que se posait cette question qui, moi, je trouve complètement absurde, est-ce qu'on peut jouer avec l'histoire ? Bien sûr qu'on peut jouer avec l'histoire. Dans la fiction, on peut. Si tu veux, tu sais, les livres d'histoire, c'est les livres d'histoire, et la fiction, c'est la fiction. Donc, en fait, tout est permis, et c'est juste, il faut savoir le faire. Et en l'occurrence, il le fait quand même, là. C'est-à-dire qu'en gros, sa façon de présenter... Il le fait, mais il l'assume pas complètement. Ah, voilà, c'est ça. C'est un peu le souci, quoi. Et du coup, ouais, moi, je pense que de tout ça découle la problématique de ton. Vraiment. C'est-à-dire que, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même généreux. Matthew Vaughn, c'est quand même quelqu'un qui essaye de donner du spectacle, en fait, pour les spectateurs, en fait, qui leur en donnent pour leur argent. Donc, ça y est quand même un minimum. Voilà. Mais c'est vrai qu'il s'embourbe dans des problématiques, à mon avis, qu'il dépasse un petit peu en tant que réalisateur, quoi, et en tant que narrateur, j'ai envie de dire. Donc il est là le souci, c'est-à-dire que c'est parti d'un bon sentiment pour finalement, en fait, en gros, arriver à quelque chose qui est un petit peu... allez, pour reprendre un terme de Yannick, mi-figue, mi-raisin, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que moi, j'ai pas détesté le film, j'ai trouvé ça plutôt sympa. On l'a vu ensemble, hein, Clémence, on en est sorti, on était plutôt satisfaits, mais c'est vrai que il t'en reste pas grand chose et c'est un peu dommage. Moi j'ai du plaisir à revoir le premier Kingsman, hein. J'ai pas revu le deuxième, mais j'ai vu 2-3 fois le premier, c'est vraiment un film agréable. Et pourtant, Dieu sait que tu détestes Colin Firth. Hein. C'est vrai, mais bon, pas autant qu'Arnaud. Arnaud, il est encore pire que moi là-dessus, quoi. Et on n'a pas ce problème-là de casting, hein, pour le coup, moi je trouve dans celui-là, hein. Ralph Fiennes, il est très bien et tout, mais voilà, et il y a un personnage que j'aime bien aussi, parce que mine de rien, c'est plutôt un bon acteur, et on lui donne pas, je trouve, assez de rôles intéressants au cinéma, et c'est Jimon Hounsou, que je trouve plutôt pas mal, en fait, plutôt bien exploité par rapport à ce que, en tout cas, ces dernières années, j'ai l'habitude de le voir faire, quoi. Donc là, c'est plutôt sympa, il lui donne le rôle de Merlin, pour le coup. Qui joue Chola, voilà, aka Merlin. Par la suite. Merlin dans la logique des Kingsmen, quoi. Et voilà, lui il est bien. Alors tu parlais de ta crainte qu'ils poursuivent en faisant peut-être un prochain Kingsman sur la Seconde Guerre mondiale. Manifestement, peut-être que ça a changé depuis, mais en tout cas la dernière fois que Vaughn en a parlé, il expliquait que ce projet-là n'annule pas la suite de Kingsman, le Cercle d'Or, qui était pressenti. Oui, c'est ce qu'il disait, mais après il y a la question de, bon, moi je suis pas sûr là. Moi j'ai quand même l'impression, je sais pas, ça c'est plus en fait quelque chose de l'ordre du business en fait et du fonctionnement, c'est que j'ai l'impression que le film il est un peu bazardé là. Il est terminé depuis un moment. J'ai l'impression que Disney ils savent pas trop quoi en faire, ils savent pas trop comment le vendre. C'est un film qui existe dans l'esprit des gens pour ceux qui s'y intéressent depuis maintenant 2 ans et demi, parce que mine de rien les premières bandes annonces elles datent de 2019, quoi. Et voilà, donc moi je suis pas du tout sûr que c'est un film qui va marcher pour le coup suffisamment pour justifier une suite. Et je crois d'ailleurs qu'en fait, si je dis pas de conneries, Matthew Vaughn il est déjà sur autre chose, hein. Il est déjà en train de bosser sur un énorme contrat qu'il a avec je sais plus quelle plateforme de streaming, sur Apple ou sur Apple TV avec Argyle, c'est ça? Ouais, je crois c'est ça. Et c'est un énorme contrat, hein. C'est un truc énorme, je crois. Il a 200 patates ou un truc comme ça, donc ouais. Mais il faut savoir, par rapport à Disney, peut-être qu'on peut en dire un tout petit mot là-dessus, à moins qu'on ait vraiment explosé les délais, la durée, mais il faut savoir que Matthew Vaughn, ce sont des productions indépendantes en fait, hein. Paradoxalement, ça n'a pas l'air comme ça, mais vous verrez au début, si vous y allez ou si vous y êtes allé, il y a Marv, c'est sa propre société. Matthew Vaughn est un héritier, il est pété de thunes. Il s'en cache pas, hein, il le dit très, très clairement, et c'est lui qui finance ses films avec un tout petit peu d'intervention quand même des studios et tout. Et moi je me souviens que c'était sur le 2, je lui ai dit mais comment ça se passe vos rapports avec la Fox à l'époque? Il me dit il vous envoie des notes ou tout. Il dit ouais il m'envoie des notes, ouais. Mais je m'en fous, je les lis pas. Mais il sortit ça en junket organisé par la Fox. Donc il a ce côté-là et tout. Donc c'est là aussi que j'ai du mal à lui pardonner cette espèce de pudeur qu'il y a dans ce Kingsman. C'est que lui, il a la chance, et qui est pas si courante aujourd'hui, d'être dans un contexte de production qui lui
donne toute la liberté de faire ce qu'il avait fait sur le premier Kingsman. Mais oui, il y a personne qui va couper le robinet au bout voilà. si jamais il... Alors après, il y a toujours des guerres et tout, hein. C'est ce qu'il m'avait fait comprendre aussi, c'est pas si simple que ça. Il finance pas la totalité de ses films, enfin voilà. Il peut gagner les batailles si les films marchent aussi. Mais voilà, ça, et tous ces films avaient fonctionné aussi auparavant, et Dieu sait qu'il en a bavé en plus sur son X-Men. Et à cause de la Fox. Mais bon, voilà, il y a aussi ce truc-là. Et je pense que les relations de pouvoir ont tellement changé depuis que ce film-là a été fini, avec tous les rachats, avec Disney+, avec les pandémies et tout, qu'effectivement, c'est même pas... Je pense pas qu'en fait Disney veuille le bazar de quoi que ce soit. Ils ont organisé des grosses projets de presse et tout. Mais c'est un film qui aussi arrive pas... Il n'arrive pas au bon moment aussi. La fin d'année est très... Il y a beaucoup d'actu et tout. Et je pense aussi que pour la suite de la franchise, je ne sais pas trop comment cette sortie, comment ce film-là, ce que ça laisse présager voilà, de la suite de Kingsman. Ouais, quand je disais bazardé, c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense que, bon, pour rester chez Disney, ils peuvent avoir une vision globale de ce que Avatar peut donner. Tu vois, en termes de franchise, il peut avoir une vision évidemment sur Star Wars et sur Marvel. En tout cas, sur leurs pôles différents, ils savent où ça peut se foutre dans des parcs d'attractions, quoi. Kingsman, je pense qu'ils savent pas. Et en fait, du coup, bon, le film existe, il a été fait, il existe d'avant le rachat, il existe en fait dans tout ça. Donc, je pense qu'ils le sortent aussi parce qu'à mon avis, contractuellement, ils peuvent pas le balancer sur Disney+ à l'arrache comme ça non plus. On a vu quand même cette année que le deal avec HBO Max, ça a généré beaucoup de problèmes auprès de comment dire, déjà chez Disney en fait quand Black Widow a été balancé en même temps sur les plateformes de streaming, il y a Scarlett Johansson a raison qui a attaqué Disney parce que c'était pas stipulé dans son contrat et qu'elle avait des pertes sèches en fait, on va dire sur ses bonus, quoi. Pareil avec ça a été une question pour Cruella. Je pense que sur HBO Max il y a eu les problèmes entre Legendary et Dune, etc. Donc Disney ils se sont dit bon, on va le sortir en salle, hein, voilà. Tu penses qu'il y a eu des problèmes? Ouais, non, mais il y a eu des problèmes, mais ce que je veux dire c'est qu'après c'est publicisé pour on le sait si tu t'intéresses au business en fait, on va dire, quoi, et mine de rien ça a une incidence sur les films, hein, au final. Mais moi je pense que c'est quand je dis bazardé, c'est que je pense qu'ils savent pas trop quoi en faire parce que le film lui-même ne sait pas ce qu'il est. donc voilà, et que du coup ils savent pas trop ce que c'est. C'est dur de leur en vouloir, c'est clair. Voilà, mais après je doute vraiment que ça fasse t'as dit quoi, 400 millions, on verra, hein, mais je doute que ça fasse ces scores-là, et surtout on est encore quand même en pandémie, donc voilà, quoi. Ouais. Bah après peut-être avec les vacances de fin d'année, mais bon, en tout cas, si vous voulez les gens vous iront faire plus voir Spider-Man, hein. Il y a des chances. Mais peut-être que les gens vont aller voir plusieurs films aussi pendant les vacances. Ouais. En tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce qu'est ce film, et ben Kingsman, première mission, est sorti en salle ce 29 décembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous a parlé du dernier Matrix, signé Lana Wachowski, et de Don't Look Up, la comédie de Noël de Netflix, réalisée par Adam McKay. 2 films pour le prix d'un petit vénard. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va écouter ça tout de suite. Salut toute l'équipe de Capture Mag. Eh bien, écoutez, Matrix Resurrection, j'en attendais absolument rien. Je n'avais vu aucune bande-annonce et j'ai été agréablement surpris. C'est une très bonne suite à la trilogie originale. Première partie très intéressante, très méta, bien axée sur la schizophrénie. Deuxième partie plus orientée film de braquage. Non, vraiment Matrix, un retour réussi. Je sors de la projection de Matrix Resurrection et je dois dire que je suis mitigé parce qu'en fait derrière ce que j'ai vu, je pense se cache à la base un grand film plombé par une mise en scène insignifiante. On a l'impression que c'est pas une Wachowski qui l'a fait, mais c'est dommage parce que les thèmes abordés, les sujets sont assez profonds et le fait que ça parle plus d'amour
qu'avant et que ce soit un film plus lumineux, ça aurait pu faire un très très grand film. Le film Don't Look Up est une immense farce, une grosse connerie, une immense pochade qui part de rien de réel en fait, qui ne cherche pas à prendre la réalité et à l'augmenter pour mieux nous la remettre en face. C'est pas du tout une mise en abîme, loin de là, point. La preuve, c'est pourquoi les grands médias français, américains, pourquoi les politiciens aiment bien ce film. C'est tout simplement parce qu'il n'est absolument pas réaliste. Aucun média se comporterait comme ça. Personne à la Maison Blanche ne se comporterait comme ça. Même pas Donald Trump, point. Donc Matrix Résurrection, assez décevant. Il passe une bonne partie du film à se moquer du concept de reboot, de franchise et de tout ce qui peut aller avec, la nostalgie. Donc quelque chose d'assez méta, et on se demande où est-ce qu'ils vont en venir, et le truc c'est qu'ils ne vont nulle part avec ça. Ils reviennent très très vite sur quelque chose de basique et font c'est ce qu'ils critiquent dans le premier quart du film. Salut la team Capture, c'est Stéphane. Alors Matrix Résurrection, pour un fan hardcore de la trilogie comme moi, c'est très très dur. Pendant la première demi-heure, on a l'impression que Lana Wachowski met en scène son manque de motivation pour faire le film au travers du personnage de Neo. Et malheureusement, par la suite, ça se voit. Les scènes d'action sont déceptives, mal fichues, mal découpées, étriquées. Alors je serais bien rentré dans le délire méta si on m'avait donné de la jouissance, mais malheureusement, il n'y en a pas trop. Oui, bonjour Capture, et puis merci pour tout ce que vous faites. Voilà, donc je rejoins votre avis, celui de l'équipe. Comme disait Yannick, tu dis un truc fuck Warner pour ensuite faire exactement le film qu'ils auraient pu faire. Si t'avais pas été là, dans ce cas-là, voilà, tu ne fais pas le film, tu fais comme ta sœur, tu le fais pas, et puis tu vas chez un autre studio, puis tu fais un film qui critique le système hollywoodien. Et là, ça aurait pu être pas mal, mais tu peux pas dire fuck Warner pour après faire exactement ce qu'ils attendaient. Je viens de voir Don't Look Up et c'est juste le film le plus important de la décennie. Bon, c'est assez frais. Est-ce que c'est vraiment le truc le mieux mis en scène d'Adam McKay? J'en suis pas certain. Je me suis vraiment tapé des barres sur la scène dont je sais que vous avez vu et que les auditeurs de Capture ont vu, qu'elle imitait bien les décollages de Armageddon de Michael Bay, quoi. Voilà. Et puis Ron Perlman nous offre un petit final qui fait hurler de rire. Malgré que tout le reste du film soit extrêmement déprimant et tellement empreint de vérité que c'en est un peu vertigineux. Ce qui est très très fort chez Adam McKay depuis toujours, c'est cette lucidité qu'il a sur le monde qui l'entoure. Et on a l'impression qu'il a même plus besoin d'aller à fond dans la comédie, il lui suffit de faire un tout petit pas de côté pour taper très très fort et très très juste, et ça donne un constat à la fois drôle mais surtout complètement désespérant, tellement ça colle à notre réalité. Voilà, après la sortie de Matrix Résurrection, c'est donc mon deuxième motif de désespoir, et l'année se termine de manière horrible. Merci et au revoir. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Je suis désolé de t'avoir choqué Clémence. Ça va, m'en veux beaucoup. Ça va, je m'en remettrai. Je te choquais. Je m'en remettrai. Encore, je me suis retenu. Et puis merci Alain à la technique. Merci à toi. Merci à vous enfin qui nous écoutez, qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon ou à notre Tipeee. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, il y a plein d'autres manières de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Salut!